Bonjour à tous, je m'appelle Yorick de Montbine et j'ai le plaisir de modérer ce panel sur le thème Proof of Work, Proof of Stake, la guerre des algorithmes de consensus. Alors, je suis accompagné de Fannis Mikalakis, qui est développeur chez LN Market et qui a écrit un article passionnant sur notre sujet du jour, sur Medium, que je vous incite à lire. Gilles Cadignan, qui est PDG de Wallet et qui est un dangereux, toxique, maximaliste notoire. Très dangereux. Abdel, excuse-moi, j'ai toujours un problème avec ton nom, j'arrive pas à le prononcer. Abdelhamid. Abdelhamid Bakhta, pardon, qui est ancien Ethereum Core Dev et actuellement écosystème lead chez Starkware. Et enfin, Monsieur TK, qui est mineur de crypto, youtubeur, vulgarisateur sur les sujets de minage. Alors, preuve d'enjeu, preuve de travail, ce sont donc des méthodes de sécurisation des blockchains. Et il se trouve que notre sujet est d'actualité puisque nous sommes fin août 2022, à quelques jours de l'événement historique tant attendu, The Merge, d'Ethereum, qui va passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Donc Ethereum concentre un peu toute l'attention en ce moment. On essaiera de ne pas parler que d'Ethereum non plus. D'une part parce qu'on est dans une conférence Bitcoin, et puis ensuite parce qu'il y a d'autres blockchains qui utilisent la preuve d'enjeu. Et il y a plusieurs sortes de preuves d'enjeu. Alors, il y a beaucoup de sujets à voir. On va essayer de ne pas trop se disperser, et notamment, on va essayer d'éviter de voir si le projet moral, politique, philosophique, monétaire des différentes blockchains et cryptos justifie les caractéristiques techniques, avantages et inconvénients des différentes méthodes de sécurisation. On va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire quelles sont les conséquences techniques de ces caractéristiques des différents protocoles de consensus. Avantages et inconvénients de ces protocoles de consensus, de ces algorithmes de consensus en termes techniques. Donc nous avons décidé collectivement de structurer cette discussion en 3 temps. D'abord, on va voir le sujet écologique, puisque tout le monde l'a à l'esprit. Ensuite, les enjeux de centralisation, décentralisation. Et puis enfin, troisièmement, les sujets de sécurité. Et je propose en fait qu'on ne s'attarde pas trop sur les 2 premiers aspects, parce que c'est surtout sur le troisième qu'il y a les clivages les plus marqués, et c'est sur cet aspect que vous avez l'expertise la plus intéressante pour nous aider à comprendre tout ça. Alors commençons par le commencement. Le sujet écologique, en fait, c'est surtout l'occasion de rappeler rapidement les principales caractéristiques de ces 2 méthodes, en précisant, si possible, certains termes: mineur, nœud, validateur, confirmateur, masternode. Donc, est-ce qu'on peut résumer en une phrase chacune de ces 2 méthodes, et puis voir quelle est la stratégie d'Ethereum et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de passer à la POS? Est-ce que c'est pour des raisons écologiques ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qui veut commencer par présenter la preuve de travail en 2 phrases? Ouais, du coup, le but de la preuve de travail, c'est de choisir à chaque période de temps donné, donc 10 minutes en moyenne, qui sera le mineur qui va avoir le droit de proposer son bloc au reste du réseau. Et le but, c'est d'avoir une méthode pour le faire qui n'est pas juste le hasard. Et donc, en l'occurrence, c'est tous les mineurs essayent de trouver un nombre au hasard parmi un très grand ensemble de nombres. Et le premier qui trouve gagne le droit de proposer son bloc à tout le monde. Et finalement, c'est juste ça. Et souvent, en fait, dans la presse, on entend que c'est des calculs très complexes qui sont réalisés par ces machines. En fait, non, le calcul n'est pas vraiment... Il n'y a pas de calcul, en fait, c'est on essaye au hasard. Enfin, on calcule un hash, mais au hasard, avec un input au hasard. Donc voilà, c'est une loterie. Une loterie qui a lieu toutes les 10 minutes environ et qui consomme de l'énergie, effectivement. Qui veut résumer la POS? Je veux bien. Donc la proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. Et l'idée, c'est plutôt de se dire de faire des calculs loterie pour désigner qui va créer des blocs. L'idée, c'est avec que les acteurs qui vont sécuriser le réseau vont mettre en jeu une partie de leur capital. Donc c'est une sécurisation économique. Et donc tant qu'ils respectent les règles, ils vont faire des gains, ils vont avoir du rendement.
et s'ils ne respectent pas les règles, ils vont être punis. Et la façon dont ils vont être punis diffère grandement en fonction des différents types de proof of stake, mais on en parlera plus tard. Je voulais juste qu'on parle un peu des différentes typologies d'acteurs dont tu disais, et sur les termes, pour que ça soit plus simple. Je pense qu'on peut on peut parler de 4 rôles différents. Donc d'un côté, ceux qui vont sécuriser le réseau. En proof of work, je pense qu'on peut parler de mineurs, pour être très simple, et en proof of stake, de validateurs. Et ensuite, il y a les autres acteurs qui sont importants dans le réseau. Ce ne sont pas eux qui le sécurisent et qui créent les blocs, mais ce sont les nœuds. Et là, on peut distinguer 2 catégories de nœuds, ce qu'on appelle les full nodes, qui ont une vision complète, totalement trustless, donc ils ont besoin de faire confiance à personne, ils surveillent ce qui se passe, etc. Et d'un autre côté, on peut parler de like client, en fait, qui ont une vision partielle, un peu moins souveraine, mais qui quand même, ils ont quand même un rôle dans le réseau. Si ça vous va, on peut utiliser ces termes-là. Ouais. Et le terme masternode? Un masternode, c'est en fait un système, c'est une des sous-familles, une des sous-catégories notamment donc du staking, parce que pareil, quand on parle de minage, on voit tous, on en a parlé, hein, les ASIC, mais le minage en fait, ça représente aussi les mineurs CPU, les mineurs GPU, les ASIC, les FPGA. Et en fait, pareil, le staking, on vulgarise souvent en disant staking, mais on a le delegate proof of stake, on a le proof of history. Donc il y a plein de sous-familles, sous-catégories. Ici, c'est vrai qu'on parle souvent, donc, quand on fait proof of work, tout le monde voit les ASIC, les fermes d'ASIC. Et quand on parle de staking, tout le monde voit, enfin très très souvent, c'est le delegate proof of stake. Et c'est vrai qu'ici, avec Ethereum, qui va proposer donc, des nodes vraiment qui vont pouvoir être montés, c'est une sous-catégorie du staking. Est-ce qu'on dit un mot de plus sur le DPoS, justement, Delegated Proof of Stake? Quelle est la particularité? Quelle est la stratégie d'Ethereum? Et puis, l'aspect écologique. Ouais. La différence du coup entre le Proof of Stake et le Delegated Proof of Stake, c'est que donc sur Ethereum, par exemple, qui est en Proof of Stake, quand vous voulez être un validateur sur le réseau, vous le faites tout seul. Vous lancez votre infrastructure, qui va comprendre en vrai 2 logiciels, mais peu importe. Vous lancez votre nœud et vous mettez en jeu votre capital, 32 ETH du coup. On en reparlera parce qu'évidemment, je vois venir que c'est une barrière à l'entrée qui rend la chose moins accessible. Évidemment, c'est un sujet, on pourra en parler. Mais vous faites tout vous-même. Dans le Delegated Proof of Stake, il y a 2 types de rôles. Du coup, il y a les validateurs qui, eux, hébergent leur infrastructure, contribuent à sécuriser le réseau. Mais il y a aussi des participants au réseau qui sont simplement des token holders, donc des gens qui possèdent l'asset du réseau en question et qui veulent aussi toucher du rendement en contribuant à sécuriser le réseau, mais ils vont le faire en déléguant leurs jetons à des validateurs. Moi, je suis fondamentalement anti-DPoS pour plein de raisons. Et il n'y a que le Proof of Stake pur, et encore plus particulièrement celui d'Ethereum, pour les raisons de sécurité et des mitigations qu'il y a au niveau du protocole, mais on aura l'occasion d'élaborer. Mais voilà. Là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une contradiction, dans le sens où, pour moi, le Proof of Stake d'Ethereum actuel, c'est du Delegated Proof of Stake, dans le sens où il y a très peu d'individus seuls avec ces 32 ETH qui va valider. En fait, tout le monde est incentivé aujourd'hui, notamment par les acteurs économiques, à faire des sortes de pools, à avoir des grosses plateformes qui vont staker tous les Ethers de tout le monde, et qui, même si elles représentent 100 000 validateurs logiques, en fait, ne sont qu'un seul validateur unique. Donc pour moi, c'est du pur Delegated Proof of Stake dans ce sens-là. C'est une bonne remarque. Mais en fait, les gens ne feront pas autrement parce qu'ils sont incités en fait, à agir de la sorte, parce que run un node, run le validateur, c'est un travail H24 et ça demande un peu plus qu'un Raspberry Pi. On va revenir dessus après parce que c'est le deuxième thème du panel. Désolé, je m'emporte. C'est une bonne remarque, mais la différence, c'est que le Delegated Proof of Stake dont je parle, c'est celui qui est intégré dans le protocole. Oui, tout à fait. Là, on parle c'est au pas le niveau protocole, c'est une façon de détourner de le faire du Delegated Proof of Stake. C'est de fait, en fait. Exactement. Tu vois, La stratégie d'Ethereum, est-ce que l'objectif principal, c'est une considération environnementale ou il y a autre chose? Alors ça, c'est une vraie question qui est super intéressante. On peut pas citer un objectif parce que l'objectif de cette transition, c'est pas comme s'il y avait une entité qui va décider pourquoi on le fait. Contrairement à ce que les Bitcoin Maxi vont penser, la gouvernance d'Ethereum n'est pas du tout centralisée. Donc les raisons pour lesquelles la transition du Proof of Stake est faite vont dépendre de chacun. Par exemple, il y en a beaucoup qui le font, qui pensent que c'est bien pour la partie consommation énergétique. Je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Pour moi, c'est pas du tout une raison valable et je suis pro Proof of Work. Et pour moi, le Proof of Work est catalyseur de la transition énergétique. Mais il y a plein de raisons différentes de le faire. Moi, je le vois comme une étape nécessaire pour la future roadmap d'Ethereum. Et aussi, je me dis que c'est pas déconnant d'avoir 2 modèles. Pour moi, les seuls qui sont viables, c'est Bitcoin et Ethereum, et qu'ils aient des mécanismes anti-Sybil, donc de consensus,
différents rend le tout plus résistant aux censures des gouvernements, etc. Donc je pense que les deux en Proof of Work, ça n'avait plus vraiment de sens et que c'est bien qu'il y ait cette distinction pour que le tout soit plus résistant. En tout cas, c'est plus séduisant d'un point de vue marketing d'afficher qu'on va être plus respectueux de l'environnement. Ouais. Peut-être, avant de passer à la suite, un dernier mot sur quelles sont les autres grandes blockchains qui utilisent la POS. Il y en a plein, Polkadot, Avalanche, Cosmos, toutes en fait. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur certaines de leurs POS qui paraissent particulièrement intéressantes ou pas ? Non, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Donc, il faut savoir que c'est vrai qu'on parle beaucoup pour le moment du staking avec cette transition sur Ethereum, mais il y a énormément d'autres projets qui proposent déjà depuis de nombreuses années, d'ailleurs, le Proof of Stake comme technique notamment donc, de validation de sa blockchain. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, on a plein de projets justement qui ont tous leurs petites particularités. Hein. On en parlait, donc il y a plein de subtilités, de changements. On a par exemple des crypto-monnaies qui vont vouloir absolument être ASIC résistants sur certaines choses. Hein. Très souvent par exemple de Monero qui se mine principalement avec des processeurs, un petit peu comme on a pu le faire sur Bitcoin à ses tout débuts. Mais voilà, Monero par exemple qui est une crypto-monnaie, elle veut absolument pas avoir d'ASIC sur son réseau. On a d'autres crypto-monnaies voilà, qui veulent absolument garder cette souveraineté au niveau du staking. Donc vraiment il y en a un petit peu pour, j'ai pas envie de dire pour tous les goûts, mais il y en a vraiment pour chaque projet, chaque crypto-monnaie a sa petite subtilité qui fait qu'elle a plus ou moins un système qui lui convient, quoi. D'accord. Passons au thème suivant, centralisation, décentralisation. Alors j'imagine qu'on ne parle pas tellement de la centralisation ou de la décentralisation de la gouvernance, mais plutôt des acteurs qui sécurisent le système, mineurs, validateurs, staking, etc. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des deux systèmes ? Est-ce qu'il y a un des deux systèmes qui est soumis à un risque accru de centralisation ? Et si oui, de quels acteurs ? Comment y remédier ? De quels inconvénients sont accusés ces deux systèmes. Si on commençait par la preuve de travail et l'habituelle critique sur la concentration du minage. Je peux prendre, si ça vous va. Effectivement, on entend souvent dans la presse, notamment, que la preuve de travail de Bitcoin est très centralisée. Donc avant, c'était la Chine, maintenant, on ne peut plus dire ça. Donc ça va passer ailleurs. Mais en gros, quand on dit ça, on fait une confusion entre les mineurs, qui sont les gens qui ont... Pour moi, un mineur, on va dire la définition, c'est quelqu'un qui a une machine qui peut contrôler physiquement et donc qui peut décider de la déplacer, de la faire miner autrement, etc. Et d'autre part, les pools de minage, qui sont en gros des espèces de coopératives de mineurs, mais qui sont des entités un peu éthérées, quoi. En gros, c'est juste que des mineurs qui ne se connaissent pas forcément vont travailler ensemble au sein d'une même pool pour produire des blocs ensemble. L'idée étant de réduire, de lisser la variance de génération de blocs et ensemble, du coup, de gagner plus souvent, donc de lisser les revenus plutôt que de réussir à miner un bloc et d'avoir les récompenses une fois par an. On va avoir une fraction de la récompense, mais une fois toutes les 10 minutes en moyenne. Et donc, c'est très différent parce que même si un pool contrôle, imaginons, 10% de la puissance de calcul, si jamais il commence à agir de manière jugée comme... non conformes avec l'éthos des mineurs qui composent ce pool. Les mineurs, comme ils contrôlent leur machine, tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire je me barre, je vais pointer la puissance de calcul de ma machine vers un autre pool dont je peux voir grâce aux données on-chain que ce qu'il fait me correspond plus éthiquement ou économiquement d'ailleurs. Et voilà, et donc on réorganise, dès qu'un acteur se comporte mal de ce point de vue-là, on réorganise la puissance de calcul, on l'alloue à un autre pool. Et donc, c'est comme ça qu'historiquement, d'ailleurs, quand des problèmes de centralisation ont émergé, parce que c'est déjà arrivé, mais en fait, c'est des faux problèmes parce qu'ils sont réglés très rapidement en réallouant la puissance de calcul sur d'autres pools. Je trouve quand même qu'il y a un pouvoir concentrateur sur le Proof of Work et surtout une augmentation de l'inégalité des richesses et des chances par rapport au mining, dans le sens où les économies d'échelle favorise clairement les gros acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même dommage. Donc là, clairement, pour être un solo miner, c'est très compliqué, comme tu l'as dit. Je vois très bien la logique de ça, le système s'auto-soigne avec la répartition sur d'autres pools si les acteurs commencent à dérailler, entre guillemets. Mais quand même, je pense que c'est quand même un risque concentrateur qui pourrait favoriser et entraîner des vecteurs d'attaque, de censure, notamment de la part d'acteurs. Mais voilà. Alors, sur ce point, ouais, tu as raison, sauf que, physiquement, même les grosses fermes de mining, la plus grosse ferme de mining au Texas, par exemple, elle représente même pas 1% de la puissance totale. Donc, effectivement,
le mining sur Bitcoin est totalement industrialisé aujourd'hui. Même si on a un petit revival récemment du solo mining avec les gens qui trouvent des blocs, là on en a eu quelques-uns récemment, mais globalement le solo mining c'est fini et on est sur une industrie. Mais sur le pouvoir des pools là, dont on parlait juste avant par rapport aux mineurs individuels, aujourd'hui il y a vraiment un problème pour moi de centralisation dans le sens où le pool a le pouvoir justement de mal se comporter, de censurer des transactions, de mettre compatible ESG dans l'entête de la Coinbase comme l'a fait Marathon l'année dernière. Et en fait, ils peuvent parce que c'est eux qui récupèrent le travail des mineurs isolés et c'est eux qui fabriquent le bloc. Mais on a Stratum V2 par exemple qui arrive et qui va redonner le pouvoir aux mineurs avec sa machine. C'est-à-dire qu'il pourra faire plus de choix et empêcher le pool de faire ce qu'il ne veut pas qu'il fasse. Donc dans l'avenir, et avec de la technologie, on pourra régler, enfin on est en train de régler ces problèmes de centralisation du pouvoir des pools en fait, sur les mineurs individuels. Et ça c'est super important parce que dans l'idée là, un mineur, il ne va pas déléguer le consensus à une entité centralisée qui peut être facilement capturable. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et j'allais rajouter que le choix du pool, c'est le choix du mineur. Donc à partir, c'est pour rejoindre sur ce qu'ils disent, exactement, rien ne vous oblige à prendre le plus gros pool du moment pour y participer. Si vous avez envie de soutenir justement la décentralisation et de participer à de plus petits pools de minage, vous pouvez sans problème. Il n'y a aucune obligation de prendre les plus gros, les plus petits. C'est vraiment, si on a une philosophie, une affinité particulière pour un pool de minage parce qu'il propose quelque chose, voilà, on n'est pas obligé, il n'y a aucune obligation, c'est comme il le dit. Aucune obligation ni aucune incitation économique, hein, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. La plupart des mining pools ont des fees qui sont appliqués et d'ailleurs généralement on l'a déjà vu notamment sur Ethereum, à un moment donné quand des pools de minage obtiennent trop de puissance de hash, c'est pas rare que si elles jouent réellement le jeu, hein, donc elles sont pas là pour capitaliser, elles augmentent volontairement leurs fees pour pousser les mineurs à aller se répartir sur d'autres mining pools. C'est quelque chose qui est commun si la pool est réglo, hein. Bien entendu on peut avoir une pool qui ne joue pas le jeu, mais généralement comme ils sont plutôt en tout cas incités à se décentraliser le réseau, c'est des mécanismes qui existent. Moi, j'ai juste un petit peu de mal. Enfin, je trouve qu'il y a une petite dissonance entre la volonté accrue d'accentuer la souveraineté des full nodes versus accepter cette pseudo-centralisation, même si on a le choix de s'en passer. Je trouve quand même un peu dommage d'avoir un focus extrême sur la souveraineté, ce que je trouve extrêmement bien sur le côté full node, mais de dissocier, d'accepter beaucoup plus de choses sur la partie puissance de calcul et comment c'est dirigé, parce qu'en fait, il peut y avoir des attaques coordonnées sur un ensemble de pools de minage, etc. Et les accroches physiques dans le monde réel font que c'est des vecteurs d'attaque aussi. Donc, je suis pas complètement. J'aimerais bien rebondir sur deux points. Je vais commencer par celui que tu viens de soulever. Je suis partiellement d'accord parce que c'est vrai que quand on voit aujourd'hui des gigafarms comme celle de Rio au Texas, voilà, beaucoup de gens ont été très contents de voir la migration des mineurs chinois vers les États-Unis. Moi, non, parce qu'en fait, avec la Chine, au moins, c'était très clair. Ils ne voulaient pas en entendre parler du minage de Bitcoin, au point qu'ils ont dit, ben voilà, ça s'en va. Alors que là, avec les États-Unis, on est beaucoup plus exposé au risque d'une capture réglementaire, parce que les plus gros mineurs aujourd'hui aux États-Unis, et donc qui sont aussi des mineurs importants à l'échelle globale, sont listés en bourse, donc c'est autant de moyens de les contrôler, voilà. Mais donc c'est un sujet qu'il serait foncièrement malhonnête de mettre sous le tapis, quoi. Mais effectivement, tu l'as aussi dit. Là, le gros avantage qu'on a dans Bitcoin, c'est qu'on a aussi tout ce réseau de nœuds complets qui sont intransigeants. On a vu la tentative de Marathon là, dont parlait Gilles. Alors effectivement, si maintenant on a une attaque coordonnée où il n'y a pas que Marathon qui fait ça, ça sera intéressant à regarder et il faudra être vigilant. Voilà, j'en parlais avec Guillaume que je vais sourire. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'était quand tu parlais des économies d'échelle qui sont une force de centralisation. C'est vrai, mais en fait, ce n'est pas les seules économies que tu peux avoir dans le mining. Et il y a d'autres sources d'économies quand tu es un mineur qui sont, elles, plutôt décentralisatrices. Et donc, par exemple, le kilowattheure le moins cher, il est derrière l'unité de production. Donc c'est pour ça notamment que... c'est pas seulement les gros acteurs qui peuvent avoir accès à ce genre d'opportunités. Pas vraiment, parce qu'en fait, donc,
effectivement, sur des gisements d'énergie très gros, bah là, tu as besoin d'avoir les reins solides quand tu es le mineur, parce que tu as besoin de pouvoir acheter beaucoup de kilowattheures, tu as besoin d'avoir une variabilité importante sur le nombre de machines que tu peux éteindre, etc., pour t'adapter à la production. Voilà. Mais il y a aussi énormément de tout petits gisements énergétiques qui sont en général pas exploités parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont dans des zones peu densément peuplées. Et là, tu peux avoir toute une flopée de beaucoup plus petits acteurs qui vont aller venir récupérer ça. Donc on peut penser par exemple à tout ce qui est méthane. Donc comme ça fait aussi, ça adresse aussi le problème écologique en même temps. Donc là, toutes les torchères qui brûlent du méthane pour le convertir en CO2, ben, de plus en plus, elles minent en Bitcoin. On pourrait faire pareil avec les décharges à ciel ouvert où en fait il y a des rejets de méthane qui aujourd'hui sont brûlés. Parce qu'en général, ben, c'est pas intéressant économiquement d'essayer d'en faire quelque chose. Ben là, on peut plugger des machines là-dessus, convertir le méthane, et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'actuellement, ce qui force les gestionnaires des torchères et des décharges à brûler le méthane pour réduire l'impact effet de serre, c'est juste de la régulation. Demain, si à grande échelle ça se fait, ben, c'est un incitatif économique, ils ont des raisons économiques de le faire, et ça bénéficie aussi à Bitcoin parce que ça permet à plein de plus petits mineurs de tirer parti de cette énergie, et on pourrait alimenter Bitcoin juste avec 3 fois, je crois, juste avec les décharges et les torchères aux États-Unis. Donc il n'y a pas de problème énergétique par rapport au minage. Intéressant, je ne savais pas, merci. Je voulais juste rebondir sur un point, un poncif qu'on voit souvent de la part des proof of work sur le proof of stake, c'est le côté les riches deviennent plus riches et plus puissants. En fait, il y a 2 choses, 2 éléments. Premièrement, il y a souvent une confusion qui est faite sur le proof of stake. Dans le cas d'Ethereum, votre stake, il vous donne droit du rendement, mais il ne vous donne absolument aucun poids dans la gouvernance du protocole. Et ça, c'est fondamental. Il y a des blockchains, notamment par exemple Tezos, Polkadot, dans lesquels il y a les 2. Non seulement plus vous avez de tokens, plus vous allez gagner proportionnellement, mais ça vous donne aussi des poids de décision dans les changements du protocole. Et ça, je suis absolument contre ce genre de système. C'est ce qui est voulu par Tezos, en fait. C'est ce qui est voulu, oui. Ils le vendent, ils le mettent en avant, etc. Moi, je suis absolument contre ce principe sur un layer 1, parce que je pense que justement, ça serait quelque chose qui concentrerait extrêmement les forces, etc. Pour moi, il faut dissocier la majorité économique qui sécurise le réseau du poids dans les choix de décision du protocole. Ça, c'était la première chose. Et de 2, c'est faux que les riches deviennent plus riches parce que le rendement dans le proof of stake est programmatique et il est proportionnel littéralement. C'est-à-dire que les riches gagnent proportionnellement autant que les pauvres, entre guillemets. Donc c'est vraiment, ils gagnent exactement le même facteur et il n'y a pas les économies d'échelle qu'on peut retrouver dans le proof of work. Je voulais juste rebondir sur ce point, la confusion avec la gouvernance et le côté riche deviennent plus riches qui est faux objectivement parce que la proportion est la même pour les petits et les grands. D'accord. Est-ce que là tu soulevais ce fameux risque de plutocratie dont on accuse parfois Ethereum? Alors il y avait le fait qu'il y avait très peu de full node quand Ethereum était en preuve de travail. Et donc, si je comprends bien, dans le prochain système, ce risque sera assez minime. Est-ce que TK, toi par exemple, tu es d'accord avec cette analyse C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est quand même relativement complexe. On en revient toujours, à l'heure actuelle, on parle d'un node Ethereum aux alentours de 32 Ethers. On va faire simple, à $2000 l'Ether, ça peut encore être accessible pour certaines personnes. Demain, l'Ethereum est à $20 000, à 32 Ethers. Je ne sais pas comment les gens normaux, hein, on n'est pas là sur les hedge funds ou autres, vont faire pour investir dedans. Après, est-ce que c'est un paramètre qui est ajustable facilement et consensuellement ou pas? Est-ce que ce serait positif ou pas? Il faut forquer, mais ils font. Oui, mais c'est un problème selon les bitcoiners. Mais j'ai un point sur ce point-là, sur la barrière des 32 Ethers. TK, tu voulais terminer ou pas? Non, excuse-moi. Non, mais c'était tout simplement. En tout cas, c'est un véritable problème qui, à un moment donné, pourra se poser en fonction de l'appréciation du prix d'Ethereum. Mais pour revenir sur ce que Abdel disait, au final, c'est vrai que à partir du moment où vous montez un node, si le node vous rapporte 5%, vous pouvez en avoir 50 comme un seul, ce sera toujours 5%. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous avez 50 nodes, forcément, vous allez gagner beaucoup plus que celui qui n'en aura qu'un seul. Par contre, vous prenez également, entre guillemets, beaucoup plus de risques, puisque vous allez faire tourner 50 nodes au lieu d'un seul. Mais ce problème se pose aussi dans le minage. La personne qui a un ASIC Bitcoin aura potentiellement, voilà, s'il y a un problème, bon, c'est une machine, c'est pas la catastrophe. Lorsque vous avez une ferme de minage qu'on a des milliers, ça peut vite devenir beaucoup plus problématique. Donc pour moi, ça, Proof of Stake comme Proof of Work sont, entre guillemets, sur un pied d'égalité. En tout cas, moi, je vois pas d'avantage à l'un ou à l'autre sur ce domaine-là. Moi, il y a un truc, juste une remarque que je fais quand je t'entends parler, Abdel, sur le Proof of Stake, c'est que tu parles de rendement, en fait. Quand le mineur, en fait, le staking, en fait, est considéré comme
un placement ou un investissement. Parce que sur le minage Bitcoin, par exemple, personne ne parle de rendement parce qu'on parle d'émissions monétaires, on parle de frais de transaction. C'était pas le bon terme, tu vois. Oui, non, mais je sais, mais en fait, je pense que c'est symptomatique du fait que le Proof of Stake Ethereum a été un peu conçu comme un nouveau produit financier proposé par la Ethereum Foundation et Vitalik à ceux qui ont du Ethereum. Et en fait, on est encore sur ces esprits un peu DeFi, alors que... non, mais voilà. Ouais. Non, je comprends. Il y a, voilà, en termes de mindset... Ouais. En fait, j'ai dit rendement, mais j'aurais aussi dit rendement pour les mineurs, en fait. C'est juste une contrepartie pour sécuriser le réseau. Et de deux, c'est pas du tout un produit financier proposé par Vitalik et l'Ethereum Foundation. Encore une fois, la gouvernance d'Ethereum n'est pas centralisée. Oui, elle est même plus décentralisée que celle de Bitcoin, objectivement. Non, mais clairement, elle est plus décentralisée. Pourquoi? C'est un autre sujet, mais la diversité des clients, le fait qu'il y a beaucoup plus de développeurs qui travaillent, beaucoup plus de core dev Ethereum que de core dev Bitcoin. Il y a 7 personnes qui possèdent les clés du GitHub de Bitcoin Core. C'est un énorme problème, vous le mettez sous le tapis, mais c'est un autre sujet. On va pas parler de ça. Je vais parler de la barrière des 32 ETH. Premièrement, parce qu'on ne peut pas répondre, il enchaîne. Tu veux répondre à ça? Vas-y. Mais non, mais là, sur tous les points que tu as dit, là, on peut les réfuter un par un avec pas mal d'arguments, mais c'est pas le sujet du talk. D'accord, on reviendra dessus. Il n'y a pas de souci. En fait, oui, pardon, tu voulais terminer? Je voulais juste dire sur la barrière des 32 ETH, mais si tu veux rebondir sur ça, vas-y. Ça, si je comprends bien, ça soulève la question, est-ce que la POS crée un risque pour la catégorisation d'Ethereum en security ou pas aux États-Unis, et notamment le fait que des exchanges ont dit on va arrêter le staking si on y est obligé par la loi. Qu'est-ce que ça crée comme risque? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça, on pourra beaucoup en parler sur le point de la sécurité, la résistance à la censure, c'est vraiment... Mais c'est dans la troisième partie. Je parlais du security, le terme security. Non, parce que c'est pas un produit de rendement. Vous faites un travail de sécurisation du réseau. C'est pas juste un placement que vous faites sans contrepartie en retour. Donc non, je pense pas. Après, je suis pas expert légal, donc je sais pas si ça... De toute façon, on peut dire objectivement que le fait d'avoir fait un ICO en pré-mine fait que rétrospectivement, c'était un security au moment du lancement. Ça, je vous l'accorde. Ça c'est clair. Ouais, ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Juste sur les 32 ETH, premièrement, le chiffre il n'est pas arbitraire et il a une raison. En fait, bien sûr, c'est une barrière à l'entrée qui rend la sécurisation au réseau moins accessible. Par contre, en fait, si elle est trop basse, ça met un impact sur le réseau en termes de overhead du réseau, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup plus d'échanges sur le réseau, en fait, en gros, parce que si on le baisse trop, il y aura beaucoup plus de validateurs qui vont sécuriser le réseau. Et l'algorithme de consensus, il va demander beaucoup plus d'échanges, premièrement, et la finalité des transactions va être plus longue. Parce qu'en fait, dans le proof of stake, pour finaliser des blocs, vous avez besoin, si on résume, de récolter 66% des votes de tous les validateurs pour dire ce bloc-là, il est finalisé. Et en fait, si vous avez trop de validateurs, non seulement il y aura beaucoup plus d'échanges sur le réseau, ce qui fait que les contraintes de matériel et de bande passante pour devenir un full node, donc les fameux nœuds gardiens qui sont extrêmement importants, ils vont grossir. Donc en fait, il y a un paradoxe. Si on baisse trop et on rend la sécurisation du réseau plus accessible, on met plus de pression sur les full nodes et c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut favoriser le fait qu'il y ait plus de full nodes. Donc voilà, c'est... Alors là, on est en train de passer à la troisième partie sur la sécurisation du système. Fanny, dans ton article, si je me souviens bien, sur les aspects sécurisation, tu distinguais attaque civile, résistance à la censure. Sur la résistance à la censure, évidemment, on ne va pas débattre sur est-ce que c'est nécessaire d'avoir une résistance à la censure ou pas, mais on va plutôt voir en fait quels sont les compromis en termes de résistance à la censure de telle ou telle méthode de consensus. Est-ce que tu veux nous résumer rapidement tes thèses là-dessus? Bien sûr. Donc la résistance à la censure, pour juste redéfinir le terme, comme ça on parle tous de la même chose, c'est le fait de pouvoir faire une transaction, si j'ai envie de la faire, et que elle sera incluse dans un bloc, même si ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y a des mineurs ou des validateurs qui ne veulent pas l'ajouter. En mettant plus de frais de transaction, j'incite les autres à la prendre et donc à la voir arriver dans un bloc au final. Donc c'est ça la résistance à la censure. Et donc là où ça peut commencer à être challengé, cette propriété, c'est quand un mineur, donc un créateur de bloc, donc mineur ou validateur, commence à avoir une part importante de la puissance de calcul ou du nombre total d'Ethereum en circulation, par exemple, au point où en fait il en a par exemple 51% ou plus. Parce qu'à partir de ce moment-là, il est en capacité de créer tout seul la chaîne la plus longue
sans que personne puisse rien y faire. Enfin, on peut y faire des trucs après, mais en tout cas, sur le moment, c'est lui qui crée la chaîne la plus longue. Et donc, c'est-à-dire qu'il choisit les transactions qu'il va inclure. Et donc, si vous n'êtes pas dedans parce que vous êtes allé un peu sur un casino en ligne et ça n'a pas plu à l'OFAC et que du coup, vous n'avez pas le droit d'être dans un bloc, vous ne pouvez pas être dans un bloc et donc, ce n'est pas résistant à la censure. En Proof of Work, quand ça arrive, le fait d'utiliser comme le fait que l'unité de compte, en quelque sorte, qui permet de choisir qui va avoir le plus de chances de proposer le prochain bloc, c'est quelque chose d'extérieur au système Bitcoin, c'est de l'énergie, puisque c'est avec cette énergie-là qu'on fait plein d'essais en permanence pour trouver le bon nombre de la loterie. Ça permet de se sortir de cette ornière où il y a quelqu'un qui a réussi à prendre une majorité de la puissance de calcul en branchant de nouvelles machines. Et donc comme ça, on va réussir à repousser le censeur en branchant de nouvelles machines. Donc s'il avait pris le contrôle de 55%, les gens qui veulent faire passer leurs transactions censurées vont augmenter les frais de transaction de leurs transactions pour inciter des mineurs à brancher de nouvelles machines parce que c'est plus lucratif. Et donc faire diminuer la part relative contrôlée de puissance de calcul contrôlée par le censeur et donc finalement réussir à faire passer la transaction. Alors qu'en POS, et je pense que tu auras des trucs à dire, mais sur la POS, à l'inverse, de mon point de vue, c'est très problématique parce qu'une fois que quelqu'un a 51% ou plus des Ethers, par exemple, on ne peut plus le déloger une fois que quelqu'un est dans cette position-là sans faire des changements dans le code. Parce que tout simplement, il a pris le contrôle d'une majorité de ce qui permet de gagner le droit de proposer un bloc. Et en plus, comme il génère les nouveaux en créant des blocs, il n'y a pas moyen on ne peut pas brancher de nouvelles machines, on ne peut pas créer de nouveaux Ethereum parce que c'est lui qui les crée tous. Et donc on est bloqué et on a quelqu'un qui contrôle une part, qui contrôle le réseau et qui peut faire de la censure autant qu'il veut. Ouais, c'est un point extrêmement intéressant. Alors, sur la source d'entropie externe au réseau, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois intéressant, mais qui est un problème. Bon, sur le problème des 51%, en réalité, la censure, c'est pas le plus gros problème. Je suis absolument pas d'accord sur le fait que le Proof of Work est résilient en cas d'attaque 51%. Pour moi, s'il y a bien un truc dans lequel le Proof of Stake est largement supérieur, c'est dans le cas d'une résolution d'une attaque à 51%, et je vais expliquer pourquoi. Si un tel scénario arrive, alors déjà dans une gestion de risque, il faut aussi prendre en considération, bien sûr, la probabilité que ça arrive. Je sais que vous, par exemple, toi, Gilles, tu es très partisan de dire que ça n'arrivera jamais. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce qui se passerait si ça arrivait. Je te laisserai répondre à ça, mais juste pour dire, il faut bien sûr prendre en compte la probabilité que ça arrive dans la gestion de risque. Ça, c'est vrai. Si ça arrive, ce qui est très probable, c'est que les mineurs honnêtes, pourquoi ils vont prendre le risque de continuer à miner à perte si ça arrive? Parce qu'il faudrait une coordination telle de la communauté. Et en plus, cette entropie externe au réseau qui est l'énergie, le hardware, etc., elle prend du temps à mettre en place. Parce que c'est pas comme si tu pouvais claquer des doigts. Soit il va falloir acheter du nouveau matériel, faire des installations, etc. Donc pareil, supply chain, ça va dépendre de est-ce qu'il y a des stocks disponibles, etc. Donc pour rattraper la puissance de calcul de l'attaquant, du censeur, etc., ça va prendre du temps. Et pourquoi les mineurs vont continuer à essayer de sauver les meubles en restant branchés à perte, sachant que si ça se passe, il est probable que le prix du Bitcoin en pâtisse, etc. Et c'est un cercle vicieux. Pour moi, une attaque 51%, il est extrêmement peu probable qu'on puisse s'en sortir et que ça revienne à la normale sans que ça soit catastrophique, parce que pour rattraper la puissance de calcul de l'attaquant, ça va prendre du temps. Ça va demander une coordination. Combien de temps? Beaucoup potentiellement. Si c'est une question de manquer de matériel, c'est très long, on ne peut même pas le prévoir. Il y a les 2 semaines de l'ajustement de la difficulté du minage, c'est une échelle de temps importante pour la résolution de ce problème. Est-ce qu'il faudrait que ça aille plus vite que ça? Moi, je pense qu'on est dans des échelles bien plus grandes que 2 semaines pour résoudre. Ça prendra plus de temps. Alors, vas-y. J'aime bien, en fait, on parle toujours, enfin, ici, on parle d'un problème hypothétique que pourrait avoir Bitcoin, et c'est une spécialité sur le security budget, chez Ethereum on fait que ça, mais on anticipe les problèmes à venir. Oui. Voilà. En fait, pour régler un souci comme celui-là, je pense qu'il y a un moyen de le régler beaucoup plus vite, justement par les nodes. En fait, les nodes pourraient très bien, en identifiant cet acteur malveillant, et comment, justement on propose une nouvelle version du node logiciel qui serait très facile à release,
où en gros, les gens auront UASF, quoi, par exemple. Oui, Voilà. mais l'entropie externe non identifiée fait que tu ne peux pas identifier le senseur puisqu'il a de la puissance de calcul qu'il va avoir également dans ton nouveau fork. Sauf si tu changes fondamentalement et que tu trouves un moyen de le pénaliser, mais là, c'est changer radicalement Bitcoin. Donc, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord. Parce que l'UASF n'est pas la solution dans ce cas-là, parce que tu ne peux pas identifier le senseur. C'est là la force majeure du Proof of Stake, c'est que les validateurs sont identifiés. Là, ton entropie externe, c'est une force, certes, mais c'est une faiblesse parce qu'elle est complètement abstraite. Tu ne peux pas identifier qui est l'attaquant. Donc, il aura autant de pouvoir dans ton fork. Dans ton scénario, ton attaquant qui a 51%, ici, c'est un solo miner, en fait. Oui. Voilà. Dans mon scénario, c'est ça, oui. Bon, La probabilité que ça arrive. Improbable. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et honnêtement, je pense qu'on pourrait, voilà, mais même avoir des contre-mesures de censure, en fait, de la part des users. En fait, je pense qu'on pourrait, avant que le Proof of Work fasse son travail d'équilibre d'incentive pour éradiquer l'attaquant naturellement, entre guillemets, comme disait Fanny, on rajoute de la puissance de calcul. Les mineurs vont débrancher. Les mineurs honnêtes, en attendant, ils ne vont pas continuer à sécuriser. Hautement improbable, ils ne vont pas prendre le risque. Parce que plus ça arrive, plus le risque que le prix baisse et plus ils vont prendre de risques à continuer à miner à perte. Ouais, mais je connais cette théorie-là que tu as sur cette attaque 51%. Mais à titre... Comment ? On prendra un temps de questions-réponses après. Là, les questions ne sont pas enregistrées quand vous les posez sans micro. Est-ce que TK, comment tu te situes dans ce débat, toi ? Quels sont les risques de résistance à la censure ? C'est-à-dire que moi, en fait, je suis des deux côtés du tableau parce que moi, je suis autant, donc je suis mineur de crypto-monnaie. Je fais pas du Bitcoin parce que j'ai pas d'ASIC, mais je suis au GPU. Mais bon, voilà, donc je suis quand même un mineur de crypto-monnaie. Et d'autre part, je fais également du staking, du dépôt, etc. Donc moi, c'est vrai que je touche un peu beaucoup à plein de choses dans le domaine. Et voilà, c'est vrai que ce genre de débat, moi, il y a un point, par exemple, ils étaient en train d'en discuter. Justement, je trouvais que c'était extrêmement intéressant, notamment sur cette attaque. Je reprendrai également un point qui était intéressant. On parlait de rajouter des machines sur le réseau justement pour compenser. Il faut savoir en tout cas que sur Bitcoin notamment, hein, avec les ASIC, on n'a pas non plus 50 fabricants d'ASIC. C'est pas possible pour une personne lambda de créer sa propre machine entre guillemets. Donc vous êtes, et c'est une bonne chose, enfin je veux dire je critique pas du tout ça, mais vous êtes automatiquement dépendant d'une entité, donc le Bitmain, InnoSilicon, peu importe, donc un fabricant d'ASIC. Donc à ce moment-là, on en revient également au Abdel disait justement où il allait falloir le temps de produire les machines, si elles sont pas en stock, bien entendu, les mettre en place, etc. etc. Également, moi c'est quelque chose où je m'étais toujours posé la question, c'est si jamais on avait un scénario catastrophe comme ça, il y a plein de problèmes, on est bien d'accord. Je me demandais justement comment se positionneraient les fabricants d'ASIC qui sont quand même à l'origine même du minage, en tout cas de façon industrielle comme on l'a maintenant, parce que toutes les fermes de minage à l'heure actuelle sont constituées d'ASIC qui proviennent généralement de 2-3 entités. C'est intéressant, tu dis qu'ils auraient peut-être un intérêt économique à essayer d'aider à réparer la situation plus vite. En tout cas, sachant que eux, c'est les fameux vendeurs de pioches, hein, comme on schématise toujours, et ils ont tout intérêt justement à vendre du matériel. Donc est-ce qu'ils ne pourraient pas à ce moment-là justement essayer, honnêtement j'ai pas la réponse, ça c'est vraiment une question. C'est une bonne question, ouais. Donc moi c'est en tout cas quelque chose qui pourrait. Enfin, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais. Ouais, moi je voudrais revenir sur tout ça. Je comprends ton point, Abdel, et effectivement, je pense qu'il est pertinent dans une certaine mesure, mais j'ai l'impression que tu vois beaucoup le fait problématique de supply chain pour réussir à brancher de nouvelles machines dans le cas de la défense, mais que alors c'est peut-être ce que tu évoquais quand tu disais qu'il y a une très faible probabilité, mais il est présent aussi dans le cas de l'attaque, parce que justement, là où pour moi, il y a une certaine supériorité de la Proof of Work pour prévenir une attaque de censure, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de réunir beaucoup de puissance de calcul comparé à... C'est complètement vrai. Une toute petite nuance à ça, tu as raison, c'est l'avantage en fait, d'acheter du nouveau hardware comparé à la dégradation du hardware existant sur le système. L'attaquant, il a quand même un tout petit avantage parce que son hardware qu'il va acheter maintenant, il va être plus performant que... Mais tu as raison, c'est négligeable dans la discussion. Mais je suis même pas sûr que l'attaquant... Enfin moi, si je suis un État, je vais pas acheter du hardware, je vais le saisir. Et je ferai pareil pour les Ethers. Hein. Si jamais je veux faire une attaque sur le staking, je ne vais pas m'amuser à acheter. Ou alors si, mais avec de la monnaie que je viens d'imprimer avec ma jolie planche à billets. Voilà, j'arrive, je m'appelle Christine, bonjour, je vais vous acheter tous les Ethers et maintenant, maintenant c'est le euro. Pas mal. Juste un point, du coup, on a dit ce qui se passait dans un attaque 51% dans le Proof of Work, on n'a pas dit ce qui se passait dans le Proof of Stake et pourquoi je pense qu'il y a des médications, et ça répond à la question de monsieur dans le public.
En fait, c'est la vitesse de réaction qu'on a en Proof of Stake. Tu l'as dit, la solution que je vais mettre en avant, c'est la même que toi, c'est le UASF. Dans ce cas-là, c'est juste que la différence, d'une, la coordination pour faire un UASF, elle demande beaucoup moins de temps que rattraper la puissance de calcul, etc. D'autre part, sur Ethereum, tu sais très bien qu'on est capable d'être très réactif pour faire un fork. Ça, tu le sais, tu penses que c'est un problème, mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, tout ça pour dire, le scénario dans lequel, si quelqu'un atteint ça, etc., tout le monde va dumper et ça va s'empirer. L'analogie avec ce que je disais sur le Proof of Work, la vitesse de réaction change tout. Parce que ça, si ça arrive, on va le détecter très vite et on va être capable de réagir très vite. On peut pallier à ça, mais le problème, c'est que la solution va demander de faire de la censure. Admettons, Coinbase accumule 66% du stake d'ETH et fait de la censure, etc. Le reste du réseau, le consensus social, ça c'est vraiment un sujet et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le consensus social peut outrepasser la majorité économique. C'est délicat, c'est un paradoxe parce que pour combattre la censure, on serait obligé de censurer le censeur, en quelque sorte. Et donc c'est un paradoxe, même moi je suis dans un dilemme moral par rapport à ça. Mais en tout cas, on a la possibilité technique de le faire. Et sur Ethereum, le consensus social peut outrepasser la majorité économique. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, félicitations, le réseau est permissionné et il y a une équipe, voilà, il y a des gens qui contrôlent le consensus social. Consensus social. Ouais, mais le consensus social, enfin, on va pas refaire la discussion. C'est difficile de dire consensus social versus majorité économique. Je dis pas que c'est... Je suis tranché sur la question, c'est vraiment délicat parce que c'est un problème de devoir censurer le censeur et de lui confisquer ses assets. En vrai, c'est un problème. Ouais, enfin moi je suis, en tout cas, et peut-être que Gilles n'est pas d'accord avec moi, et donc, mais je suis complètement opposé à cette solution. Pour moi, si on fait ça, voilà, on a perdu, on s'est complètement compromis. Je comprends. C'est pour ça que je te dis que je suis partagé moralement et ça me pose problème en termes de valeur. Je suis d'accord avec toi. Ok, moi on est d'accord là-dessus. Il y a des gens qui font des recommandations extrêmement intelligentes sur Bitcoin après avoir étudié Bitcoin pendant 1 heure. Et par exemple, ils suggèrent à Bitcoin de passer en Proof of Stake. Quelle est la probabilité pour que ça survienne et 0. Pourquoi ? Elle est nulle, mais bon, ça, n'importe qui dans l'écosystème est au courant de ça. Mais par contre, justement, les néophytes, enfin ceux qui ne connaissent pas l'écosystème, se disent mais pourquoi donc utiliser toute cette énergie? Pourquoi ne pas switcher en Proof of Stake? Ils ne connaissent pas justement, pour moi, la particularité numéro 1 de Bitcoin, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de changer son consensus. Et je pense que c'est ça qui fait c'est son meilleur attrait. Et pourquoi est-ce qu'il est difficile de changer son consensus? Parce que le consensus de Nakamoto, en fait, la façon dans laquelle fonctionne Bitcoin fait que pour changer les règles, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est impossible. En fait, globalement, on le voit bien, mais imaginons l'humain. Voilà, donc voilà. Donc Bitcoin, en tout cas, les règles fondamentales ne changent pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de hard fork sur Bitcoin. On peut éventuellement faire des soft forks, mais même quand on fait des soft forks, il y a du gros drama. Mais on pourrait imaginer un hard fork comme celui de 2017 qui a abouti à Bitcoin Cash, changeant la méthode de consensus pour adopter le POS. C'est un altcoin qui a été créé. Pour moi, c'est pas un hard fork en fait. C'est vraiment, techniquement, c'est pas un hard fork? Oui, pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est un abus de langage de dire que c'est un hard fork. C'est juste des gens qui ont créé un altcoin avec l'UTXO7. Et pourquoi on pourrait pas créer un altcoin Bitcoin POS avec la même méthode? Est-ce que ça a déjà été? Il y en a un. Je vous laisse regarder le cours de BTC POS. Ça existe vraiment? Ah bah très bien. Le marché a parlé, voilà, personne n'en veut. C'est un shitcoin obscur. Voilà. Et je rajouterai un point, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, il y a beaucoup de nouveaux entrants dans le système des crypto-monnaies qui ont l'impression que le Proof of Stake est une évolution du Proof of Work, donc que c'est quelque chose de mieux. Sauf que c'est pas mieux, c'est pas moins bien, enfin en fonction des points de vue bien entendu, mais chacun a son point de vue là-dessus. Et je veux dire, on n'a pas créé le Proof of Stake pour dire le Proof of Work c'est l'ancien système, c'est vieux, c'est plein de problèmes. C'est une autre technologie qui a été utilisée par certains acteurs. Donc c'est pas le but du Proof of Stake n'a jamais été de remplacer le Proof of Work. C'est un autre consensus quoi. Et c'est pas parce que ça consomme un peu moins d'énergie et encore c'est discutable dans certains cas que c'est forcément plus intéressant. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et là encore une fois c'est chacun de se faire son propre avis et sa propre opinion là-dessus. Ouais. Et même c'est pire que ça, c'est-à-dire que historiquement la Proof of Work a été créé pour pallier à certains problèmes de la POS.
Donc Wei Dai en 98, lui son système il était plutôt POS, mais il y avait des problèmes, notamment des problèmes de circularité, alors qui sont relativement, je trouve, bien adressés par l'implémentation de la Proof of Stake sur Ethereum. Mais historiquement, la Proof of Work est venue remplacer la Proof of Stake et pas vraiment l'inverse. Oui, la vraie innovation, c'est le Proof of Work. Ça, je suis 100% Donc, de ce point d'accord. de vue-là, la POS est une régression par rapport à la Proof of Work. Pour certains, enfin, moi je serais, je serais éthéréiste, je serais très triste actuellement de ce qui se passe. Et je pense qu'il y en a. Hein. Il y a pas mal de gens dans Ethereum qui sont contre la Proof of Stake et qui considèrent le passage au POS comme une régression. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de sécurité importants qu'on n'a pas évoqués je ne sais pas, taxi bill ou question du temps, du calcul du temps dans les protocoles. Est-ce que c'est trop accessoire? On peut dire un mot là-dessus sur le temps. En fait, donc la Beacon Chain, la chaîne en Proof of Stake d'Ethereum, compte extrêmement sur le temps, puisque tout est cadencé sur le temps. Il y a une notion d'époque avec des slots qui sont cadencés toutes les 12 secondes. Donc effectivement, Bitcoin, il y a une gestion du temps qui est objectivement meilleure, parce qu'il travaille sur une time frame qui est plus grande, de 10 minutes, et que la façon dont le Proof of Work marche fait qu'on n'a pas besoin de compter à outre mesure sur des systèmes de clock, etc., pour récupérer le temps. Donc la mesure du temps sur Bitcoin est plus fiable, ça c'est clair et net. Il peut y avoir des attaques, notamment sur les serveurs NTP, parce qu'en fait tout le monde utilise NTP pour synchroniser. Donc NTP, c'est un moyen en fait de synchroniser son horloge sur une machine. Il y a plusieurs problèmes. Le fait que beaucoup de nodes de validateurs utilisent les configurations NTP par défaut, ce qui fait que ça tape sur des pools publics. Et donc un attaquant, il sait où taper s'il veut manipuler l'horloge des validateurs du réseau. Il y a des mitigations de l'attaque. En gros, si on veut aller très vite, ce qu'il peut faire un attaquant, il peut dégrader les performances du réseau. Il ne peut pas faire de confiscation ou il ne peut pas avoir une influence outre mesure, mais il peut quand même dégrader les performances du réseau s'il arrive à faire des attaques. Il y a des contre-mesures possibles, notamment ne pas utiliser les configurations NTP par défaut, notamment peut-être implémenter un mécanisme de consensus pour l'horloge. C'est compliqué, ça va rajouter de la complexité, mais voilà. Ah bah justement, tu me tends la perche parce que là, je ne vais pas parler du temps, mais en termes de sécurité, en fait, il y a quelque chose sur le Proof of Stake d'Ethereum et peut-être les autres aussi, c'est justement la complexité. Le Proof of Work, le code qui correspond au Proof of Work, c'est quelques dizaines de lignes. L'algorithme de Proof of Stake d'Ethereum est d'une complexité vraiment extrême, et en sécurité, on sait très bien que la complexité est l'ennemi de la sécurité. C'est vrai. Donc, en fait, voilà, je voulais te dire ça sur un point de sécurité, c'est que pour régler plein de petits soucis, voilà, les politiques de slashing, et donc ça va forcément ouvrir des failles en fait que personne ne connaît actuellement. Et c'est aussi pour ça, selon moi, que c'est une régression, parce qu'on a une solution simple, on la remplace par une solution compliquée, oui, et qui potentiellement aura des failles, forcément, en fait. Ouais, c'est un point de vue très intéressant, complètement. La complexité est l'ennemi de la sécurité, ça c'est vrai. Il y a quelques mitigations, notamment le fait de battle tester sur énormément de testnets, de prendre le temps de tester, etc. Mais bien sûr, tu as raison, ça complètement. Dernière question avant de passer au dialogue avec la salle. Est-ce qu'il existe des blockchains qui combinent POS et Proof of Work TK peut-être. Et ouais. Quels enseignements peut-on en tirer? Oui, mais en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on les a toujours opposés, hein, Proof of Work versus Proof of Stake. Il faut savoir que dans une certaine mesure, il y a des blockchains qui combinent les deux technologies à la fois. Donc, où vous avez d'une part le travail des mineurs qui vont vraiment s'occuper d'une partie du réseau, et d'autre part, ça va être également des nodes validateurs, un petit peu comme sur Ethereum. Et alors, le but de ces projets-là, c'est que ce sont généralement des beaucoup plus petits projets. Hein, on est complètement hors Bitcoin, hors Ethereum. Et en fait, ces projets-là seraient, à leur petite échelle, beaucoup plus facilement attaquables, notamment si on voulait les attaquer en 51% ou par la détention de nodes, puisqu'il serait très facile soit de posséder suffisamment de puissance de minage, soit d'argent pour monter les nodes. Et en fait, ces systèmes-là... sur certains projets, oui. En fait, à partir du moment où, sur certaines blockchains, en dépensant $150 par heure, vous pouvez faire une attaque 51%, hormis le fait de faire l'attaque, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je veux dire, vous n'allez absolument rien gagner à faire ça. Mais quand on voit que des fois, on parle d'une centaine de dollars pour attaquer une blockchain, hein, on est très loin de ce qu'on a sur Bitcoin et Ethereum, ces blockchains-là tentent justement, de par leur conception, leur construction, de lutter contre cette possibilité, notamment en combinant les deux technologies. Et le but derrière
derrière cela, notamment, c'est d'augmenter la sécurisation de ces réseaux, puisque si vous voulez les attaquer, vous devez les attaquer en même temps, pendant la même durée de temps, sur les deux domaines. C'est-à-dire que vous devez réunir 51% de la puissance de minage à l'instant T, et également détenir plus de 51% des nodes. Sur certains très très petits projets, encore une fois, c'est accessible. Sur certains projets, ça commence à représenter des sommes d'argent beaucoup plus importantes, ce qui fait que d'une certaine façon, ces projets-là peuvent éviter justement de se faire attaquer. C'est une combinaison des deux technologies avec, comme à chaque fois, ses avantages, ses inconvénients. C'est pas le monde idéal, c'est juste une technique qui a été utilisée. La première crypto-monnaie à utiliser ça, c'était notamment Dash, donc Bitcoin Black, Bitcoin Dark, je crois, qui l'a proposé. Voilà, tout est relatif, mais en tout cas, c'est une technologie qui existe. On n'est pas forcément toujours obligé de les opposer. On peut les combiner. D'ailleurs, tu me fais rebondir sur un point. Le coût d'une attaque, par exemple, le coût d'attaque sur une heure, il sera beaucoup plus grand en Ethereum Proof of Stake que sur Bitcoin. Objectivement, ça c'est mesurable. Oui, non, tu peux pas dire ça, puisque encore une fois, il suffit de saisir Coinbase ou Kraken, les deux, Lido, les trois, tu le fais en. Non, mais on peut mesurer. Le coût, c'est zéro. Le coût en dollars, on peut le mesurer très précisément, tu le sais très bien, il sera plus grand. C'est mathématique. Oui, mais ça dépend de la puissance de calcul du réseau Bitcoin qui va évoluer. Alors, est-ce que tu peux chiffrer. Je parle de l'heure actuelle. Actuellement. Oui. Mais est-ce que tu peux chiffrer le nombre d'exahash non, ça du dépend réseau Bitcoin à la fois du market cap il sera plus coûteux d'attaquer. Clairement, c'est temporel. Bitcoin. C'est à l'instant T, c'est en fonction du hash rate de Bitcoin et du market cap d'Ethereum. Là, je parle des conditions actuelles. Bon, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ici. Oui, moi j'ai une question pour toi Abdel, parce que tu parlais donc de l'attaque à 51% sur Bitcoin. Donc pour moi, comme pour Gilles, pour moi c'est un non-sujet, parce que je vais rappeler d'ailleurs aux plus débutants du public que pour avoir 51% de la puissance de calcul sur Bitcoin, admettons que le réseau soit sécurisé par 100 000 ASIC, il n'en faut pas 51 000, il faut 101 000 ASIC. Il faut doubler la puissance de calcul de Bitcoin. Donc, même argument que Gilles tout à l'heure, saisit. Un État qui saisit, par exemple. Mais oui. Mais oui, donc du coup, un État qui saisirait 51% de la puissance de calcul. En fait, j'aimerais que tu me donnes, enfin que tu nous donnes à tous. Comment ça pourrait arriver? Ouais, un scénario, parce que moi je ne vois pas dans quel conte de fait ça pourrait arriver. Non, j'ai bien précisé que la probabilité. Je parlais de. Même si la probabilité est très faible, quand on fait une analyse de sécurité, on doit la considérer. C'est de la gestion de risque. J'ai pas dit que la probabilité était haute, loin de là. Je pense qu'elle n'arrivera jamais, pour être très clair. Je disais juste, il faut penser à qu'est-ce qui arriverait si c'était ça. C'est important dans la sécurité. La probabilité dans la gestion de risque est importante. Et très clairement, je pense que ça n'arrivera jamais, pour être très clair. Donc, je ne peux pas te donner un scénario, mais un des scénarios les plus probables, c'est ce que disait Fanny et Gilles tout à l'heure, c'est État qui va faire la confiscation de matériel, etc., qui va attaquer, ou alors qui va mettre une pression sur les fabricants d'énergie ou des choses comme ça. Mais je pense que ça n'arrivera jamais. Ouais, mais là, si tu parles de probabilité, je pense qu'il y a plus de probabilité qu'un État ou que plusieurs États saisissent des comptes, le capital des gens sur les exchanges. Enfin, ça, c'est très, très facile. Les validateurs ne vont pas mettre leur Ether sur les exchanges. Et c'est immatériel. Non, mais actuellement, les Ethers stakés, ils sont chez Lido, chez Kraken, c'est un problème. chez Coinbase. Moi, je milite contre ça, pour être très clair. Oui, mais l'utilisateur lambda, il faut le comprendre aussi. Lui, il a un travail, il a une famille, il a autre chose à faire en fait. Donc il n'a pas le temps. À l'heure actuelle, oui, la probabilité est plus grande. Dans l'état actuel de la concentration du staking, oui, mais ça ne va pas changer. Ça va ne faire que s'empirer. On fait tout pour. Non. Mais comment quelles sont les incitations pour que ça change, effectivement? Ouais. Alors, incentiver les alternatives décentralisées. Par exemple, Rocket Pool, c'est une alternative qui vous permet de stacker même si vous n'avez pas 32 ETH. Et ça, c'est décentralisé par des smart contracts, etc. C'est pas encore full décentralisé, mais ça peut le devenir. Et ça, pour moi, c'est... Oui, d'accord. Ok. Ouais, et du coup, favoriser ces alternatives décentralisées. Mais de toute façon, moi, je combats les exchanges, je combats tous les acteurs centralisés. Donc, c'est la communauté, c'est de l'éducation. Là, on voit un travail énorme sur le fait d'incentiver les gens à runner des full nodes avec le passage au proof of stake d'Ethereum. Donc, c'est aller dans ce sens. Mais dans l'état actuel, oui, bien sûr, la probabilité est beaucoup plus grande actuelle de confiscation dans l'état actuel. Ça, c'est clair et net. Okay. Plus simple, en fait. Autre question. Là-bas. Oui. Je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable. Et me dire que, bon, alors on parle beaucoup de la transition au POS d'Ethereum, ça donne du grain à moudre aux bitcoiners. Simplement, il ne faut jamais oublier que Ethereum et Bitcoin ne partagent pas forcément les mêmes objectifs. Il ne faut jamais oublier ça. Ethereum n'est pas conçu pour être une monnaie comme le Bitcoin peut l'être. Et il a surtout des applications, on va dire, industrielles. Du coup, dans ce contexte, est-ce que c'est si grave, finalement, qu'Ethereum s'expose aux risques inhérents au POS, comme la censure ou la permission?
Alors ça, c'est un vaste débat qu'on a choisi d'écarter au début. Parce que Pardon. justement, on pourrait y passer J'étais pas des là au heures. début. Donc, et comme il nous reste juste 2 questions, je propose qu'on revienne à des sujets techniques, en fait. Censure. Non, consensus social. Autre question? Ouais, en haut, Yorick. En haut. Salut. Là-bas. Ah bah ouais. Ah là, ça va être moins Merde. drôle. Hein. Oh merde. Bon, alors du coup, on revient sur une question technique, hein, comme on demandait. Juste pour vous expliquer vite fait l'intérêt d'avoir une blockchain et d'un consensus décentralisé, c'est qu'on n'a pas envie de faire confiance à qui que ce soit. On veut qu'un ordinateur soit capable d'installer le logiciel et d'arriver sur le bon réseau. Et puis du coup, quand tu installes le logiciel la première fois, on appelle ça le bootstrapping. Et ben, en gros, on a besoin de savoir laquelle est la bonne chaîne, parce qu'il y a des chaînes qui sont servies dans tous les sens, il y a des mauvaises, il y en a qui ont forqué, blablabla. On a juste envie de savoir sur quelle blockchain il faut qu'on soit pour être sur la bonne. Et donc, typiquement, sur Bitcoin, on a un truc qui s'appelle le Proof of Work, et il suffit juste de trouver la chaîne qui a le plus de travail, et c'est la bonne chaîne. Et là, vous allez sur du Proof of Stake. Et du coup, bah, ça coûte rien de faire des chaînes parallèles, et de vous les servir. Mais il n'y a aucun moyen de savoir laquelle est la chaîne qui a le plus de travail, puisqu'il n'y a pas de travail. Et du coup, tu fais comment pour savoir si tu es sur la bonne chaîne sans avoir à faire un appel à l'autorité, à savoir les développeurs qui t'ont fourni le software qui te dit « Ah mais non, suis cette chaîne-là parce que Coinbase, ils sont pas gentils. » Ok, tu oublies une chose, mon ami, la finalité des blocs en Proof of Stake. Merci, au revoir. En gros, ça c'était la réponse courte. Non, les blocs, il y a une finalité des blocs, ça change tout. Il n'y a pas possibilité de rework comme Proof of Work, ça change absolument tout. Ça répond à ta question. Par contre, dans le cas de l'attaque et qu'il y a une censure, là il faudrait choisir le bon fork. Là tu as raison, et on aurait les mêmes besoins de sécurité que la première fois que tu vas synchroniser ton full node sur Bitcoin, à savoir faire confiance au code, faire confiance aux peers avec qui tu vas te connecter. Mais dans les cas où on n'a pas besoin de faire un fork pour pallier à une attaque ou de la censure, il y a une finalité des blocs. Donc ça change tout. Tu m'excuses. On commence d'un bloc 0. Donc, tu n'as pas de finalité des blocs. Tu commences à un bloc 0, tu rajoutes un bloc 1. Si tu veux de la finalité des blocs dans ton software, il faut que tu aies un checkpoint. Non. Ton checkpoint, c'est du proof of authority. Non. Non. Ben, le ton protocole. bloc 0, tu peux construire Alors, n'importe quel bloc 1 par-dessus. Tu n'as pas de finalité. Il y a une finalité dans le proof of stake parce que à partir de 66% des votes des validateurs, les blocs sont finaux. C'est tout. C'est le code de Est-ce qu'on Casper peut juste FFG. rappeler ce que c'est que la finalité Ah des oui, blocs pardon. parce que certains ne savent pas. Ouais, ok. Grosse différence, du coup, en proof of work, et Ethereum était comme ça aussi en proof of work, c'est la chaîne la plus longue qui gagne. Et la chaîne la plus longue, on peut toujours faire une chaîne qui sera plus longue. Donc si on a plus de calculs, on peut réécrire l'histoire, en gros. La finalité, c'est de se dire, un bloc, au bout d'un certain moment, on ne pourra jamais revenir avant ou changer l'histoire, etc. Comment ? Il n'y a pas de DAO sur Ethereum, c'est ce que je disais. Oui, bah c'est un hard fork, oui, bah oui. Oui. Et Non, mais revenons-en au point. Disons tu as 66% du réseau. Oui. D'accord ? Tu considères du coup que tu n'as pas d'attaque et que ton 66% il est honnête, il ne va pas faire de bloc en compétition. Si tes 66% ils ont été saisis par le gouvernement et Non, ils mais font bien 3 chaînes sûr. différentes, Non, mais attends, elle est où ta finalité ? on différencie le cas nominal du cas d'une attaque. On parle du cas nominal. Ah pardon, oui, bah oui, non. Alors Ethereum ça marche s'il n'y a jamais d'attaque. Ah bah oui, là on est d'accord. Non, je viens de prouver tout à l'heure qu'en cas d'attaque, on peut réagir plus vite sur Ethereum. Arrêtez de faire les clowns aussi. Dans le cas nominal, c'est-à-dire même dans Bitcoin, il y a une notion de reorg. Donc là, c'est la chaîne la plus longue. Donc il y a un moyen simple, trustless, sans humain. Oui, mais le proof of stake, Casper FFG, qui est l'algorithme qui permet de gérer la finalité, c'est géré dans le protocole. 66% des validateurs qui votent sur un bloc, ça va finaliser ce bloc. C'est tout. C'est le protocole. Honnête. S'ils sont malhonnêtes, tu fais comment ? Mais bien sûr, mais s'ils sont malhonnêtes, c'est un scénario d'attaque. Et on l'a dit, ça c'est le Et hard du coup, fork, tu fais etc. comment ? Hard fork ou soft fork. Et tu choisis comment ta hard fork ? Consensus social, comme on l'a toujours fait. Et du coup, c'est les devs qui le mettent dans le software ? Oui, comme sur Bitcoin. Bah non. Nous, tu Comme prends sur la chaîne Bitcoin. avec le plus de travail. Bien sûr, sauf dans le cas d'une attaque et que tu veux faire un... on l'a dit tout à l'heure. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Je précise que l'auteur de cette question est pas Kevin n'importe quoi, Loeck, c'est très important. Regarde, qui Casper fait une FFG, tu vas conférence à comprendre. 16h40 sur ce sujet dans cette même salle, la résistance aux attaques étatiques. Donc venez tous écouter sa conférence pour en savoir plus. Bien sûr. Et puis on peut peut-être passer à une autre question. Moi juste. Ouais. Micro. Là-bas. Bonjour. Du coup, j'ai perdu le fil. Je voulais parler sur tout ce qui était censure et réglementation. On a entendu parler récemment du Bureau du Trésor américain qui a censuré le protocole Tornado Cash
et ça a eu des répercussions sur GitHub qui ferme des dépôts, un développeur qui part en prison. Demain, Ethereum va être en Proof of Stake. Il y aura certainement des nodes qui seront exécutés par des acteurs américains qui vont devoir se plier à ce genre de réglementation. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir des nodes qui vont laisser passer toutes les transactions parce que c'est décentralisé et que tout doit pouvoir passer? Ou est-ce qu'on va avoir des nodes qui, au contraire, vont devoir censurer pour pouvoir se plier à telle ou telle réglementation? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des nodes qui vont être slashées parce que, justement, ils ne laissent pas tout passer? Quel va être le consensus à ce niveau-là? C'est la même réponse à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Si on considère que trop d'acteurs, ou par exemple Coinbase, prenons le cas de Coinbase, Coinbase se met à vouloir être compliant avec l'OFAC et blacklister des adresses, etc. Pareil, toujours la même chose. Incentiver la communauté à changer, ne pas déléguer, favoriser des incentives décentralisés pour le staking, etc. Et après, si on passe dans un scénario où il y a 66% de validateurs qui sont compliant, là c'est pareil, c'est le scénario catastrophe qu'on a décrit tout à l'heure. Mais il n'y a pas de règle. Après ça c'est pareil, il y a toujours les gardiens qui sont les full nodes, comme sur Bitcoin, qui vont être les gardiens qu'on respecte les règles du consensus. Les validateurs ne peuvent pas changer les règles du consensus, de toute façon. Les full nodes sont les gardiens qui empêchent ça. Ce qui est bien, c'est justement cette histoire d'OFAC et de un dev qui est en prison quand même, il ne faut pas oublier. Gravissime, oui. Qu'on a mis en prison quelqu'un qui a juste écrit du code. Gravissime, oui. Que ça arrive juste avant le passage au Proof of Stake et que ça mette également en lumière le fait que le Proof of Work avait une réponse à ce type de censure, on va dire, de base dans sa construction, la chaîne la plus longue, en l'occurrence. Et là, en fait, ce que ça met en lumière, c'est que le Proof of Stake d'Ethereum ou le Proof of Stake en général a beaucoup plus de mal à réagir à ce genre d'attaque et qui devient totalement réel et qui était hypothétique il y a encore quelques mois en fait. Donc en fait dans les faits après on peut ne pas être d'accord mais mon avis c'est que pour le coup Ethereum est beaucoup moins armé que Bitcoin pour résister au type d'attaque qu'on voit actuellement. Oui, voilà. ça rejoint ce que disait Kevin. Et je ne dis pas qu'il a totalement tort. Effectivement, on a besoin d'avoir confiance à des humains dans le process. Mais de toute façon, que ce soit dans tous les écosystèmes, Bitcoin, Ethereum et tous les autres, on a trop de vecteurs d'attaque qu'il faut supprimer. GitHub s'en est un. Moi, ça me sidère qu'on n'ait toujours pas d'alternative décentralisée, qu'on incentive, qu'on fasse même du financement croisé, parce qu'on a besoin de lutter contre ça. On doit faire confiance à GitHub qui est possédé par Microsoft. Sur ça, je suis d'accord. Ah oui, non, mais GitHub, moi, je préférerais qu'on passe du temps à essayer de construire ce genre d'alternative et qu'on considère qu'on est dans le même bateau face à ce combat-là. Un développeur s'est fait arrêter pour avoir écrit du code. Et là, c'est gravissime. Là, je suis d'accord. Alors, peut-être, du coup, ce que tu dis et ce que Kevin disait, le côté de dire, OK, le fait d'avoir un moyen qui ne dépend pas des humains pour dire quelle est la chaîne la plus grande, peut-être que c'est élégant, peut-être que c'est plus résistant. Non, mais en fait, c'est l'invention. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout. Bien sûr. C'est la réelle innovation, bien sûr. C'est la découverte du feu, quoi. Oui. Ou autre question. Là-bas, à moins qu'il y ait un micro déjà... Merci. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose sur la censure qui n'a pas du tout été mentionné et qui pour moi est très important, c'est que le fait que les blocs Bitcoin ne soient pas signés, c'est un énorme avantage parce qu'en fait, un mineur à qui on dit n'inclut pas ses transactions, si les transactions elles vont payer des frais de transaction élevés, il peut quand même créer un bloc qui va inclure ces transactions et juste ne pas le montrer. Alors que pour le coup, en Proof of Stake, où tous les blocs sont signés, tu n'as pas cette façon d'échapper. C'est hyper dur pour un régulateur de venir vérifier qu'un mineur a bien utilisé toute sa puissance de calcul uniquement pour produire des blocs qui n'incluent pas les transactions. Donc pour moi, c'est un mécanisme assez important et assez efficace pour combattre la censure et protéger la sécurité des transactions dans Bitcoin. Oui, je pense que tu as en partie raison, mais le fait de pouvoir identifier les validateurs, c'est aussi une force qui nous permet de détecter plus facilement justement les comportements de censure, etc. Parce qu'on va identifier de la censure, etc. en Proof of Work, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi compliqué. T'as pas ce problème parce qu'en fait, le marché va combattre la censure. Non, je parle pour les utilisateurs, pas pour ceux qui veulent faire de la compliance. Pour les utilisateurs, pour savoir qui fait de la censure de leur transaction, c'est littéralement impossible pour la raison que tu viens de citer. Mais là où c'est possible avec le Proof of Stake. C'est pas un problème parce que tu as juste à payer plus de frais de transaction et un acteur économiquement aura intérêt à la prendre. Donc pour moi, tu n'as pas de problème de censure grâce à ça sur Bitcoin. Oui, l'incentive économique fait que
normalement, ça devrait bien se passer. Mais toujours pareil, si tu pars du principe qu'il y a moins d'un certain seuil qui va être compliant, etc. Mais oui, ce principe, tu as raison. Mais l'identification des validateurs, ça a d'autres avantages. Ça, c'est inconvénient, mais ça a d'autres avantages qui sont intéressants aussi. Merci. Bon, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup à nos 4 intervenants.